Petronia a 22 ans. Elle est née esclave comme sa mère avant elle. Elle ne connaît pas son père. À Rome, cela n'a aucune importance. Elle appartient à la maison Curviliana, sur la voie Appia, à quelques milles de la ville. Sa vie est rythmée par le travail, les ordres et la peur silencieuse de déplaire. Elle nettoie, elle cuisine, elle sert au banquet. Mais depuis quelques mois, son ventre gonfle lentement et tout a changé. Dans la Rome antique, une femme esclave enceinte ne suscite ni compassion ni honte. Elle suscite un calcul. Petronia se tient debout nue dans une petite pièce aux murs blanchis. Un médecin examine son corps. Il palpe, il observe, il écoute. Le maître Gaius Curvilius Vatia est présent. Il ne regarde pas Petronia comme une femme, mais comme un bien. Le médecin annonce que la grossesse est avancée et viable. L'enfant survivra. Vatia hoche la tête. Pour lui, cette information a une valeur économique. À Rome, la loi est claire. Partus sequitur ventrem. L'enfant suit le ventre. Si la mère est esclave, l'enfant l'est aussi. Peu importe le père. Même si le père est citoyen romain, sénateur ou magistrat, l'enfant n'a aucun droit. Il appartient au maître de la mère. Cette règle transforme la maternité en outil de production. Le ventre des femmes esclaves devient un atelier vivant. Petronia comprend ce que cela signifie. Elle a déjà vu d'autres femmes accoucher. Les cris dans la nuit, le sang sur le sol. Les enfants emportés quelques heures plus tard pour être confiés à une nourrice ou vendus. Certaines mères ne revoient jamais leur bébé. D'autres sont contraintes de les allaiter avant de les céder. Tout dépend de la décision du maître. Rien d'autre. Dans les écrits des juristes romains, ces situations sont décrites avec une froide précision. Ulpien, Gaius, ils débattent des droits du propriétaire. Peut-il vendre une esclave enceinte? Peut-il séparer une mère de son enfant? Peut-il forcer une femme à concevoir? Ces débats existent, mais jamais la question du consentement, jamais la souffrance. Le corps féminin esclave est présumé disponible. Petronia se souvient de la nuit où tout a basculé. Ce n'était pas une attaque brutale. Ce n'était pas un viol, tel que les modernes le nomment. C'était un ordre. Elle a été envoyée dans la chambre d'un invité. Un homme libre, un ami du maître. Refuser n'était pas possible. Dans les lois romaines, une esclave ne peut pas être violée. Elle peut seulement être endommagée, comme un objet. Et cet homme voulait un héritier discret, sans conséquences légales. Elle a obéi. Elle a survécu. Et maintenant, elle porte un enfant qui ne lui appartiendra jamais. Dans les villas romaines, les esclaves nés dans la maison sont appelées vernae. Elles sont plus précieuses. Elles parlent latin sans accent. Elles connaissent les règles. Elles sont dociles. Un enfant né de Petronia a déjà un avenir tracé. S'il est garçon, il travaillera aux champs, aux ateliers ou aux cuisines. S'il est fille, elle sera formée, apprise à plaire, à chanter, à converser, à être vendue. Le maître calcule déjà. Une grossesse ralentit la production immédiate, mais augmente la richesse future. Certains propriétaires encouragent les naissances. D'autres les limitent selon les besoins. Des traités agricoles conseillent même de surveiller la fertilité des esclaves, comme celle du bétail. Columella l'écrit sans détour. Une bonne gestion passe par le contrôle des corps. Petronia observe les autres femmes. Certaines prient pour accoucher d'un mort-né. D'autres tentent des mixtures dangereuses pour interrompre la grossesse. Beaucoup y laissent la vie. Mais la peur de donner naissance à un enfant esclave est parfois plus forte que la peur de mourir. Dans la maison Curviliana, une matrone supervise les femmes. Elle note les cycles. Elle observe les ventres. Elle signale au maître celles qui peuvent concevoir. Le sexe devient un outil de reproduction forcée. Les relations ne sont pas laissées au hasard. Elles sont organisées, encouragées, parfois imposées. Petronia sent son enfant bouger.
Elle ressent quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. Une attache, une peur profonde. Elle sait qu'elle ne pourra pas le protéger. Elle sait qu'elle n'a aucun droit. Même la tentative de fuir est impensable. Une esclave enceinte est lente, visible, facile à rattraper. Rome se présente comme une civilisation de loi et de raison. Mais sous les marbres et les discours, il existe un monde invisible. Un monde où des femmes portent des enfants destinés à appartenir à d'autres, où la maternité est détournée, où le corps féminin est un territoire conquis. Petronia n'est pas une exception. Elle est la norme. Des millions de femmes ont vécu cela. Elles n'ont laissé ni statut, ni chronique. Leurs noms ont disparu. Mais sans elles, Rome n'aurait jamais fonctionné. Car derrière chaque route, chaque villa, chaque banquet, il y avait un ventre qui produisait, un corps contraint, une vie confisquée. Et ceci n'est que le début. À Rome, la loi ne protège pas la mère. Elle protège la propriété. Et lorsque la mère est esclave, la loi est implacable. L'enfant qu'elle porte appartient dès la conception au maître. Pas à la femme, pas au père biologique, au propriétaire. Cette règle transforme la grossesse en acte juridique. Le ventre devient un contrat vivant. Petronia le sait. Elle a entendu les anciens le répéter. La loi romaine ne reconnaît pas le lien maternel chez les esclaves. Elle reconnaît seulement la continuité du bien. Dans les traités juridiques, le mot « mère » apparaît rarement. On parle de matrice, de capacité, de rendement. Les femmes esclaves sont évaluées comme des outils reproductifs. Leur valeur change selon leur âge, leur santé, leur fertilité. Une femme jeune capable d'enfanter vaut plus cher qu'un homme fatigué. Certains maîtres achètent des femmes uniquement pour la reproduction. D'autres les louent temporairement pour produire des enfants. Les juristes romains débattent de détails glaçants. Une esclave enceinte peut-elle être punie corporellement? Réponse oui, mais avec modération pour ne pas endommager le futur bien. Peut-on vendre une femme enceinte séparément de l'enfant? Oui. Peut-on exposer le nouveau-né? Oui. Car l'exposition des enfants est légale, même pour les citoyens. Pour les esclaves, elle est courante. Petronia se souvient d'une autre femme, Livia. Elle avait accouché d'un garçon. Le maître avait décidé qu'il n'était pas rentable, trop faible, trop petit. L'enfant a été exposé près d'une route. Certains survivent, la plupart meurent. C'est un geste banal. Personne ne pleure ouvertement. Pleurer attire les coups. Dans les maisons romaines, la maternité esclave est surveillée. Une femme enceinte travaille jusqu'au dernier moment. Elle accouche souvent sur la paille, sans assistance médicale réelle. Si elle meurt, ce n'est pas un drame. Le maître perd une matrice, mais conserve l'enfant. Si l'enfant meurt, le maître perd un investissement. La logique est toujours la même. Petronia commence à ressentir la surveillance constante. La matrone note son état. Les esclaves plus âgés lui donnent des conseils à voix basse. Ne montre pas trop d'attachement. Ne parle pas à ton ventre. Ne regarde pas l'enfant trop longtemps après la naissance. Cela rend la séparation plus douloureuse. Mais comment ne pas sentir? Comment ne pas aimer? Le corps trahit la loi. Les mouvements sous sa peau sont réels. Chaque nuit, Petronia se demande si elle doit souhaiter que l'enfant survive ou non. Survivre signifie vivre en esclavage. Mourir signifie une douleur sans nom. C'est un choix impossible. Et pourtant, la loi romaine l'impose sans le dire. Les maîtres justifient cela par l'ordre social. Rome doit fonctionner. Les champs, les mines, les cuisines, les latifundia. Tout repose sur la main-d'œuvre servile. Sans reproduction, les importations coûteraient trop cher. Les femmes esclaves sont donc essentielles. Leur souffrance est intégrée au système, normalisée, invisible. Certains philosophes romains évoquent la clémence.
Sénèque parle d'humanité, mais jamais il ne remet en cause les fondations. Même les stoïciens acceptent l'esclavage comme un fait naturel. La douleur des femmes esclaves n'était pas un scandale. Elle n'était pas discutée. Elle n'était pas écrite. Pétronia entend parfois des rumeurs. Une femme affranchie, une autre rachetée. Mais ces histoires sont rares et souvent fausses. Une esclave mère a moins de chances d'être libérée. Elle est trop utile, trop rentable. Le lien maternel devient une chaîne supplémentaire. Lorsque les contractions commencent, il fait nuit. Personne ne vient tout de suite. Les femmes esclaves l'aident en silence. Une naissance rapide, un cri bref. Une fille. Pétronia la serre contre elle quelques instants. La matrone intervient. Elle coupe le lien. Elle emporte l'enfant. Le geste est précis, habituel, administratif. Pétronia reste allongée, vide. Son corps a accompli sa fonction. La douleur physique passe. La douleur intérieure reste. Elle ne reverra peut-être jamais cet enfant. Ou peut-être la croisera-t-elle elle dans quelques années, sans le savoir. Dans un couloir, dans une cuisine, dans un lit. La loi romaine a prévu ce monde. Elle l'a structuré. Elle l'a rendu acceptable. Elle a effacé la mère pour ne garder que la propriété. Derrière chaque règle, il y a un ventre silencieux. Une femme contrainte. Une histoire jamais racontée. Et ceci n'est toujours pas la fin. À Rome, un enfant esclave n'appartient jamais à lui-même. Il est une extension du ventre, une conséquence biologique devenue marchandise. Dès sa naissance, il est compté, pesé, classé. S'il est robuste, il sera conservé. S'il est fragile, il sera abandonné. Ce tri se fait sans colère, sans émotion, comme on trie des graines. Pétronia comprend vite que sa fille ne sera pas élevée près d'elle. Les enfants nés dans la maison sont envoyés dans les quartiers communs. Là, ils grandissent sans mère, sans père, entourés de visages interchangeables. On leur apprend très tôt à obéir, à ne pas demander, à ne pas pleurer. Les enfants qui pleurent trop sont battus. Les enfants qui posent trop de questions sont brisés. Les nourrices sont aussi esclaves. Elles donnent leur lait à plusieurs enfants, pas par amour, par obligation. La maternité devient collective, dépersonnalisée. L'enfant apprend que les bras ne sont jamais les mêmes, que l'attachement est dangereux, que la solitude est une protection. À partir de 6 ans, les enfants travaillent. Certains nettoient, d'autres portent, d'autres apprennent des tâches spécifiques. Les plus intelligents sont repérés. On leur enseigne la lecture, le calcul, la musique. Pas pour leur élévation, pour augmenter leur valeur marchande. Un esclave cultivé se vend plus cher. Les filles sont observées de plus près. Leur corps devient un enjeu, leur visage, leur voix, leur démarche. Tout est noté. Une belle fille peut rapporter une fortune, une fille docile encore plus. Certaines sont destinées aux maisons nobles, d'autres aux plaisirs privés. Le mot est évité, mais tout le monde sait. Pétronia a vu revenir une jeune femme après des années. Elle n'était plus la même, silencieuse, le regard vide. Elle parlait peu, elle évitait le contact. Son corps était intact, son esprit détruit. Personne ne posait de questions. Les garçons connaissent un autre sort. Ils sont envoyés aux champs, aux carrières, aux ateliers. Leur espérance de vie est courte. Leur corps est consommé, remplacé. Personne ne se souvient de leur nom. Les maîtres parlent d'investissement, de rendement, de perte. Ils tiennent des tablettes. Ils calculent le coût d'un enfant jusqu'à sa majorité. Ils comparent avec le prix du marché. Un enfant malade est une perte sèche. Un enfant en bonne santé est un gain futur. La logique est froide, parfaite, efficace. Certains maîtres vont plus loin. Ils organisent des unions forcées. Ils choisissent les pères. Ils sélectionnent les femmes.
comme on le ferait pour des animaux. Les esclaves les plus forts sont accouplés aux femmes les plus fertiles. Le but est clair: produire mieux, produire plus. Petronia apprend que certaines femmes sont punies si elles ne tombent pas enceintes, d'autres si elles perdent l'enfant. Le corps féminin devient un champ de bataille silencieux. Une grossesse est une obligation, pas un choix, pas un miracle, un devoir. La religion romaine justifie tout. Les dieux ont voulu cet ordre. Jupiter règne. Les faibles obéissent. Les prêtres ne contestent rien. Ils bénissent les maisons. Ils ferment les yeux sur les quartiers serviles. Les temples brillent. Les ventres souffrent. Les enfants esclaves ne connaissent pas le mot avenir. Ils vivent au jour le jour. Ils observent. Ils apprennent à se taire, à disparaître dans les coins. Ceux qui survivent longtemps sont ceux qui savent se rendre invisibles. Petronia sait que sa fille est quelque part dans ce système, peut-être nourrie par une autre, peut-être déjà séparée, peut-être oubliée. Elle ne sait pas si elle doit espérer la revoir. Les mères esclaves apprennent à tuer l'espoir pour survivre. Mais certaines refusent. En silence, elles mémorisent les visages, les marques, les cicatrices, les regards. Elles espèrent un croisement improbable, un instant volé, un signe, car même dans le système le plus brutal, il reste une chose que la loi ne peut effacer totalement: la mémoire. Et tant qu'une mère se souvient, l'enfant existe encore. Rome ne voyait pas le mal. Elle voyait l'ordre. Elle voyait l'efficacité. Elle voyait une civilisation qui fonctionnait. Les cris étaient étouffés par les murs, les pleurs absorbés par la routine. La souffrance devenait un bruit de fond, invisible, accepté. Petronia vieillit dans ce monde. Son corps porte les traces du travail. Son dos est courbé. Ses mains sont dures. Mais son esprit reste éveillé. Elle observe. Elle comprend. Elle voit que le système ne repose pas sur la cruauté gratuite, mais sur la normalisation de l'horreur. Quand tout est légal, plus personne ne se sent coupable. Les juristes romains écrivent. Ils raffinent les règles. Ils définissent les cas. Ils expliquent comment partager un enfant si la mère appartient à plusieurs maîtres. Ils débattent pour savoir si un enfant né pendant une vente appartient à l'ancien ou au nouveau propriétaire. Ils discutent de vies humaines avec le langage des contrats. Les philosophes parlent de vertu, de sagesse, de raison. Ils méditent dans des villas entretenues par des esclaves. Ils parlent de liberté tout en possédant des corps. Le paradoxe ne les trouble pas. Pour eux, certains humains sont nés pour servir, d'autres pour commander. L'ordre du monde. Petronia comprend que Rome ne s'est pas construite malgré cela. Elle s'est construite grâce à cela. Les routes, les thermes, les bibliothèques, tout repose sur des vies broyées, sur des femmes forcées, sur des enfants vendus. La grandeur impériale est bâtie sur des ventres réduits à des outils. Les femmes esclaves apprennent à ne pas aimer trop fort. Aimer fait mal. Aimer crée une faiblesse exploitable. Certaines deviennent froides, d'autres deviennent folles. Quelques-unes se pendent. Les morts sont remplacés. Les registres sont mis à jour. La machine continue. Les enfants grandissent sans racines, sans passé, sans nom véritable. Ils apprennent à appeler maître un homme qui pourrait être leur père. Ils servent à table celui qui les a conçus. Ils ne savent pas. Ou ils savent et se taisent. Le silence est une seconde langue. Petronia a une chance rare. Sa fille survit. Elle grandit. Elle est remarquée. Elle est entraînée. Elle devient précieuse. Trop précieuse pour être détruite. Assez précieuse pour être surveillée. Elle est vendue, transférée. Mais elle existe encore. Quand Petronia la revoit des années plus tard, elle reconnaît son regard, le même. Celui qui observe sans parler. Celui qui comprend trop.
Le lien n'est jamais nommé, jamais avoué, mais il est là, dans les silences partagés, dans les gestes retenus. Elles savent que dire la vérité serait dangereux. La loi ne reconnaît pas l'amour d'une mère esclave, elle reconnaît seulement la propriété. Mais l'amour existe quand même, comme une braise sous la cendre. Rome a tenté d'effacer ces histoires. Elle a laissé des statues, des discours, des batailles glorieuses. Elle a effacé les chambres, les cris nocturnes, les enfants exposés aux portes de la ville. Elle a appelé cela gestion, tradition, nécessité. Les siècles suivants ont admiré Rome, sans toujours vouloir regarder ce qui se trouvait derrière. Les livres parlent des empereurs, peu parlent des femmes sans nom, des filles élevées pour plaire, des garçons brisés dans les champs. Mais les traces existent, dans les textes juridiques, dans les archives, dans les fragments, dans les silences eux-mêmes. Ce que Rome a tenté de cacher revient toujours. Petronia ne devient jamais libre. Elle meurt esclave, mais elle a transmis quelque chose, une mémoire, un refuge intérieur. Sa fille porte cette mémoire. D'autres femmes aussi. La transmission ne passe pas par les livres, mais par les regards, les gestes, les silences. Ce que Rome a fait aux femmes enceintes esclaves n'était pas une exception. C'était un pilier, un système pensé, calculé, justifié. Et cela doit être dit sans phare. Car comprendre le passé, ce n'est pas seulement admirer les ruines, c'est regarder ce qu'elles ont coûté, en vie, en corps, en enfance volée. Cette histoire ne cherche pas à choquer, elle cherche à rappeler, à déranger, à briser le vernis. Car tant que ces histoires restent dans l'ombre, le même mécanisme peut renaître sous d'autres formes, d'autres lois, d'autres mots. Rome est tombée, mais la logique qui a permis cela revient toujours. Quand l'humain devient une ressource, quand la loi efface la dignité, quand l'efficacité justifie tout. Souviens-toi de Petronia. Elle n'était ni reine ni héroïne. Elle n'était qu'une femme qui a refusé d'oublier. Et parfois, cela suffit pour résister à l'histoire.